Bonjour et bienvenue dans le monde magique des atypiques. Et j'ai le grand plaisir de commencer moi-même ce sommet en vous parlant justement de tout ce qui est atypique, le fait d'être différent finalement. Finalement, j'ai pas d'autres ambitions pour ce sommet que d'aider ceux qui, comme moi, se sentent différents depuis si longtemps. Et en fait, j'ai créé ce sommet parce que c'est simplement celui que j'aurais aimé voir il y a bien longtemps. Et il n'a pas d'autres ambitions finalement que de vous apporter quelques clés de compréhension. Alors, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas d'étiquette, je suis HP, vous n'aurez pas de vérité, puisque comme tout sujet, au plus on plonge dedans, au plus il y a de questionnements, que ce soit les chercheurs, j'ai interviewé des spécialistes en neurosciences, des psychanalystes, des philosophes, des spécialistes qui accompagnent les hauts potentiels, entre autres, en entreprise. Donc vous allez voir qu'en fait, on a parlé d'énormément de choses, hein, puisque j'ai quasiment terminé les interviews à l'heure où je vous parle. Et donc, on a abordé la thématique des hauts potentiels sous tous les angles, en fait, ou sous, en tout cas, beaucoup d'angles différents. On a essayé aussi de questionner ce qu'est l'intelligence, les émotions, l'esprit critique. Donc, l'idée, c'est pas du tout de mettre des étiquettes. C'est pas du tout de dire qu'on est mieux qu'eux. D'ailleurs, on n'est pas mieux qu'eux. On a juste un fonctionnement différent. Et l'interview, c'est pas une interview puisque je parle moi-même, mais ma conférence ou le sujet du jour, c'est vraiment vous aider en tout cas ce qui m'a aidé moi, comme clé de compréhension en disant, OK, oui, je suis différente et c'est parfait. Et je ne suis pas différente juste dans ma tête, je ne suis pas folle, je ne dois pas être enfermée. C'est une différence qui est prouvée scientifiquement, neuronalement, hormonalement. Et donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment ces différents aspects qui ont donc été mesurés et qui permettent de se dire, OK, c'est une différence tangible. Alors, je vais voir dans mon petit copion si je vais vous dire autre chose. Donc, ce sommeil, il est destiné aux adultes, aux enfants, aux ados. Si vous essayez de mieux comprendre votre compagnon, votre compagne, voilà, toute personne de votre famille ou toute personne que vous connaissez, donc toute personne intéressée finalement par cette thématique. Et voilà. Et donc, oui, je mettrai en fait sur chaque vidéo une petite bannière au début. Alors, ça ne restera pas pendant toute la vidéo, mais je mettrai une petite bannière en disant ne croyez rien de ce qui est dit ou en gros, faites votre propre expérience. Seul vous-même savez ce qui fait écho et ce qui peut vous aider à avancer, puisque l'objectif, quand même, c'est d'apprendre à mieux vivre, à mieux s'aimer, à mieux fonctionner avec soi-même, avec les autres, avec sa famille. Ça, c'est vraiment l'objectif, le top objectif de ce sommet. Et alors, dans l'intervention que je vous fais aujourd'hui, je vais baser mon intervention sur le livre de Katia Sanheim. Je ne sais pas si vous l'avez lu et si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Voilà, comme d'ailleurs tous les livres des intervenants de ce sommet. Ils en ont écrit une pléthore, rien que Monique en a écrit 9. Donc voilà, Nicolas en a écrit beaucoup aussi, Carlos aussi plusieurs. Enfin, vous retrouvez tout de toute façon dans les descriptifs. Il y a aussi Pascal Michelon. Donc voilà, Clément Bergon en a écrit un aussi. Donc voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais vous retrouvez de toute façon toutes les informations dans le descriptif de chacun des intervenants. Alors, je vous ai fait une petite présentation en tant que toute bonne organisée que je suis pour vous parler de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est parti, mon kiki, comme on dit. En avant. Vas-y, quand tu veux. OK. Et allez. Voilà. Donc, le monde magique des atypiques, c'est donc la thématique du jour. Alors,
C'est quoi finalement être haut potentiel? Hop, je vais me mettre là où je ne gêne pas. C'est avoir des capacités intellectuelles hors normes et c'est différent de l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, c'est-à-dire une réactivité extrême aux stimuli, qu'ils soient internes, pensées, croyances, émotions, et ou externes. OK? Donc là, on fait déjà l'amalgame. Alors, il n'y a pas de définition claire de tout. Par exemple, on parle beaucoup pour l'instant de HPE, au potentiel émotionnel. Ben voilà, il y a pas, ça n'est pas en tant que tel reconnu. Il n'y a rien, il y a très peu d'écrits, il y a très peu d'écrits. C'est très peu mesuré. Donc, on va aujourd'hui vraiment plonger dans tout ce qui est, on va dire plutôt scientifique, comment fonctionne le cerveau. Vous allez voir, enfin, voilà, on va voir plein de définitions et j'ai essayé de mapper pour essayer de s'y retrouver dans cet univers dont tout le monde parle, mais de choses différentes. Voilà. C'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, le pourcentage dans la population pour les hauts potentiels intellectuels, donc je mettrai HPI dans la présentation, c'est 2 à 9%, sachant que c'est mesuré. Certains mesurent à partir de 120, mais la norme, normalement, c'est à partir de 130. 130, c'est donc le test de QI qu'on verra juste après. Donc ça, c'est la mesure utilisée. Les hypersensibles, c'est plus ou moins 20%, et les HPE, voilà, que ça existe ou pas finalement, donc on compte plus ou moins 20% des HPI qui sont aussi HPE. Alors, quid des tests? Donc, pour les hauts potentiels intellectuels, pour les adultes, c'est le WAIS et les enfants, c'est le WISC. Alors là aussi, de plus en plus, le WAIS est questionné, interrogé. J'aimais beaucoup Carlos Tinoco qui dit bah, faire le test intellectuel et se baser là-dessus pour savoir son potentiel, parce que forcément, bah, ça dépend si tu as un bon jour, si tu as un mauvais jour, ton environnement, comment tu te sens, le stress, enfin, pas mal de choses. C'est comme déterminer finalement la valeur ou la qualité d'un joueur de tennis à un seul match. Voilà, je trouvais sa remarque intéressante. Et pour les hypersensibles, ben, il n'y a aucun test de standardisé. Donc là, il y a beaucoup de tests qui existent, mais aucun n'est réellement standardisé. Donc si vous attendez à un moment donné d'avoir une étiquette en disant c'est bon, je suis HPI, HPE, hypersensible, etc., ben voilà, a priori, ça n'est pas possible. En tout cas, en l'état actuel des choses, ça n'est pas possible. Donc, pas d'étiquette. Vous serez obligé de déterminer pour vous ce qui est juste. Et bien sûr, vous pourrez aller voir plein de spécialistes qui pourront vous permettre de vous donner des clés. Mais finalement, la finalité de savoir si oui ou non vous êtes au potentiel, c'est comment mieux vivre avec vous et avec les autres. Ça, c'est, me semble-t-il, la finalité. Important, il y a autant de hauts potentiels et d'hypersensibles qu'il y a d'individus. Donc, il n'y a pas un profil spécifique qui dit que ah, ben, je suis comme ça, donc j'agis comme ça, je pense comme ça, je me comporte comme ça. Non. Mais on est tous différents, ce qui est quand même rassurant. Alors, les hauts potentiels ont un fonctionnement cérébral et neuronal différent. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des choses où, moi, personnellement, quand je l'ai appris, je me suis fait oh, Ok, on a un fonctionnement neuronal et hormonal différent et c'est mesuré et mesurable. J'aime bien les chiffres, je suis très scientifique. Et donc, en fonctionnement cérébral spécifique, alors je ne suis pas docteur en neurosciences, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas une spécialiste. Donc, je vous en parle aujourd'hui comme n'importe quel kidam qui a découvert quel est au potentiel et qui essaye, à l'aide de podcasts, vidéos, livres, de comprendre en gros ce qui lui arrive, comment elle est constituée et d'apprendre à mieux se connaître. Okay, donc, je ne vais pas rentrer dans des discussions scientifiques qui sont par ailleurs excessivement bien expliquées dans les livres que je viens de vous citer, où là, vous aurez à boire et à manger autant que vous voulez sur toutes les descriptions, toutes les mesures, toutes les recherches scientifiques qui ont été faites autour de la question. Donc là, l'objectif, c'est vraiment pour moi de vous citer les différents points que j'ai pu trouver et qui pour moi sont vraiment porteurs de compréhension plus claire pour mon petit cerveau et qui je suis. Donc encore une fois, prenez là-dedans ce qui vous convient. Ça n'est pas pour tout le monde la même chose, c'est les grandes tendances qu'on peut retrouver. Ok, donc, hyperréceptivité cérébrale, ça veut dire qu'en gros, le cerveau capte plus d'informations à la seconde qu'un individu moyen.
ce qui crée des surcharges, on verra par après. Hyperacuité cérébrale, donc le traitement de l'information est plus soutenu, donc on a plus d'infos et le traitement est plus soutenu. Et un seuil d'activation du cerveau qui est plus bas, donc c'est-à-dire que face à un stimulus, il se met beaucoup plus vite en action pour le détecter et traiter l'information. Donc, on a plus d'infos, l'info est traitée plus rapidement. OK? Alors, l'impact, les impacts, donc on a plus de réactions de stress. Donc là, ça, on le verra encore plus loin. C'est-à-dire que l'individu est tout le temps en alerte afin de pouvoir traiter les informations et s'adapter davantage et en continu. Donc, en fait, on a toute une série d'informations, on est tout le temps en train de les traiter. Et on verra que ça a un impact sur la mémoire de travail. On verra ça un peu plus loin. Réseau neuronal particulièrement actif, plus réaction de stress. Donc, du coup, on est plus sensible aussi aux fatigues nerveuses. Le cerveau a donc, comme il fonctionne plus, il a plus besoin d'énergie, forcément. Surproduction des hormones du stress, cortisol et adrénaline. Donc, tout ça, évidemment, est lié. Dérèglement de la dopamine, de l'hormone du plaisir, et déficience en sérotonine, l'hormone du calme et du bien-être. Forcément, ça crée des difficultés potentielles d'endormissement. Aussi tout ce qui est régulation alimentaire, donc tout ce qui est digestion, on verra, ça a un impact sur le foie, ça a un impact sur pas mal de choses, et du coup amène potentiellement burn-out et fatigue chronique. Donc là, c'est vraiment ce sur quoi ça a un impact, et encore une fois, super bien expliqué dans les livres, comment tout ça est lié et comment le fonctionnement du cerveau permet justement, ou en tout cas engendre ce type d'impact. Alors, je vous le dis tout de suite, pour les mesures, alors moi j'ai voulu faire mesurer certains niveaux de cortisol, etc. Tous les labos ne le font pas et en fait les médecins ne sont pas formés à notre spécificité, donc au potentiel, ce fonctionnement et donc les impacts. Et donc souvent on se trouve un peu démunis, il y a des tests salivaires, il y a toute une série de choses, mais du coup j'ai encore rencontré aucun médecin qui est vraiment spécialisé et qui permet de prendre une certaine mesure pour nous apprendre en tout cas à mieux piloter le tout. Alors, c'est quoi l'intelligence? Parce qu'on parle de haut potentiel, on parle d'intelligence. Ben, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Alors, il y a plein de types d'intelligence. Il y a l'intelligence cognitive dans laquelle on plongera aujourd'hui, enfin, en partie en tout cas. Il y a l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence créative. Donc, il y a plein de types d'intelligence. Et donc, être haut potentiel ne veut pas dire maîtriser tous les types d'intelligence, forcément. Donc là, il y a vraiment un gros... Et d'ailleurs, le WAIS, c'est tout ce qui est intelligence cognitive. OK, donc on plongera vraiment là-dedans. Et donc, dans les 6 fonctions cognitives que sont la perception, fonction attentionnelle, mnésique, visio-spatiale, intellectuelle et langage, le gros point fort des HPI, donc des hauts potentiels intellectuels, c'est tout ce qui est fonction intellectuelle. Alors, c'est quoi les fonctions intellectuelles? C'est la compréhension verbale, le raisonnement non verbal, certains aspects de la mémoire de travail, la vitesse de traitement de l'information, ça on l'a déjà vu, et la rapidité d'exécution des tâches. Donc ça, c'est a priori les gros points forts des hauts potentiels intellectuels. Les particularités donc des hauts potentiels intellectuels: activité cérébrale intense, grande puissance de traitement, on l'a déjà dit, hyper-réseau très étendu. Donc lors de la réflexion, le cerveau active de nombreuses régions cérébrales en même temps. Échange interhémisphérique optimalisé, donc c'est-à-dire que, bon, alors on a prouvé cerveau gauche, cerveau droit, ça existe plus vraiment, mais si on reprend le jargon, c'est que le cerveau gauche et le cerveau droit ont tendance à plus facilement échanger d'informations, à fonctionner ensemble. Et une meilleure plasticité cérébrale, c'est-à-dire que certaines connexions sont renforcées entre les neurones, utiles pour, par exemple, l'apprentissage. OK? Particularité des HPI. On continue, donc tout ce qui est contrôle mental. Donc le chef d'orchestre de notre intelligence, le contrôle mental est le chef d'orchestre de notre intelligence. Il est utile pour penser globalement, plus vite et plus efficacement. Alors ça s'explique par la matière grise, la matière, enfin, voilà, ça s'explique vraiment au niveau du cerveau. Il y a toute une série de différenciations qui sont encore une fois excessivement bien expliquées. Mon objectif, c'est de vous montrer un peu le haut de l'iceberg pour vous montrer toutes les différences existantes. L'hyperactivité mentale et motrice, ce qui fait qu'effectivement, on a peut-être plus de mal à rester en place et à tenir un focus. On verra l'impact finalement sur la planification, sur toute une série de choses par après. Les fonctions de l'attention, donc attention accrue aux informations visuelles et sensorielles, hyper intéressant. Donc, c'est-à-dire que on va être beaucoup plus attentif à ce qu'on voit et à ce qu'on ressent.
Mais par exemple, pour tout ce qui est audition, donc retenir au niveau auditif, etc., ce sera plus compliqué. Peu de priorisation de l'information, là aussi on appelle ça la pensée divergente, donc, ou la pensée en arborescence, comme on l'appelle. C'est vraiment, on a toutes les informations et toutes les informations qu'on reçoit ne sont pas linéaires, donc ne viennent pas une à une, mais viennent en même temps. Risque plus important de saturation et d'éparpillement de l'attention, forcément, puisqu'on a toutes les informations qui viennent en même temps, c'est plus compliqué de garder son attention sur quelque chose, et donc c'est beaucoup plus facile de s'éparpiller entre mille choses, puisqu'on pense à mille choses en même temps. Donc difficulté de concentration, organisation et planification de la pensée. J'ai une grosse pensée pour on oublie où on met les choses, etc. Enfin bref, j'ai une grosse pensée pour mon fils, voilà, qui est lui aussi HP et pour lequel nous galérons de temps en temps pour avoir son attention, récupérer ses affaires, etc. Donc voilà. Alors, refocalisation de l'attention par la motivation. Donc, pour se motiver, l'objectif, c'est de refocaliser forcément son attention. Comment est-ce qu'on peut refocaliser son attention? Parce que forcément, plus on a d'informations qui vient, plus c'est compliqué de maintenir un objectif spécifique et donc de trouver la motivation pour réaliser cet objectif spécifique. Donc, il y a trois chemins qui sont un peu pareils pour tout le monde. Anyway, haut potentiel ou pas haut potentiel, l'intérêt dans la tâche, le sens et le plaisir. Ça, c'est vraiment les trois clés pour remotiver son attention et donc sa motivation. Mémoire de travail vite saturée, ben forcément, la mémoire de travail, c'est là où on a l'information, on traite l'information. Ben, au plus tu as d'informations, au plus tu dois traiter d'informations. Donc, la mémoire de travail est beaucoup plus vite saturée. Et alors, un bug dès que l'info est trop longue, forcément, quand on me donne une information, enfin, je sais pas vous, mais moi, au plus, enfin voilà, les longues informations, c'est très compliqué de garder mon attention dessus. C'est plus facile à avoir l'information par le faire ou en découpant l'information, en traitant, en ayant des conclusions, puis remettre de l'information. Perfectionnisme et curiosité, qui sont aussi des marques de fabrique. Gestion intellectualisée des émotions. Forcément, on est beaucoup dans la tête. Donc, même les émotions ont tendance à être forcément fortement intellectualisées. Et plus de réactions de stress. Alors, plus de réactions de stress, on l'a vu, c'est vraiment tout ce qui vient comme information, on l'a vu au début. Et donc, c'est bien parce que ça met en branle et donc, du coup, c'est une capacité, un moteur vraiment d'adaptation. Mais en négatif, c'est qu'on reconnaît que les hauts potentiels ont un fond beaucoup plus anxieux, les hypersensibles aussi d'ailleurs, que le reste des personnes. Alors, ça ne veut pas dire que le reste des personnes ne sont pas anxieux, mais on retrouve en tout cas ce fond anxieux chez beaucoup de hauts potentiels et d'hypersensibles. C'est au niveau des hypersensibles, là, donc c'est particularité des hypersensibles, n'est-ce pas? Donc, il y a deux types d'hypersensibilité. L'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est forcément tout ce qui est lié aux émotions. L'hypersensibilité sensorielle, c'est ce qui est lié, c'est ce qu'on appelle le VACO, aux cinq sens, donc visuel, auditif, kinesthésique, qu'est-ce que j'ai oublié? Olfactif et gustatif. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, je supporte très mal le bruit. Et donc, c'est parce que on a un seuil d'activation qui est beaucoup plus bas. Et donc, on est beaucoup plus réceptif à tout ce qui est émotion, tout ce qui est ambiant. Donc, tout ce qui est le bruit, comme mon seuil d'activation est beaucoup plus faible, ce sera beaucoup plus vite du bruit pour moi que pour d'autres personnes qui ne sont pas sensibles au bruit. Idem pour la lumière, je suis très sensible à la lumière. Aller dans un restaurant, dans un endroit qui est illuminé par exemple par un néon, me coûte énormément d'énergie, voire me coupe l'appétit si c'est le cas d'un restaurant. Donc, seuil d'activation plus faible, le cerveau et le système nerveux vont s'activer donc plus vite. Intensité de réaction aux stimulations, donc globale, on a une intensité beaucoup plus forte. Système de traitement neurosensoriel plus pointu, donc au niveau des ressentis externes et internes beaucoup plus fins. Un réseau neuronal hyper excitable, donc il s'active beaucoup plus souvent. Et donc, vous voyez, vraiment, tout ça a été mesuré. Et donc, je trouve que c'est un côté vraiment confortable de se dire que c'est pas juste dans notre tête qu'on est différent, mais que, voilà, que c'est prouvé. Et des neurones plus rapides, donc on capte simplement plus d'informations à la seconde. On a une empathie exacerbée et un besoin de donner. Alors là, c'est hyper intéressant parce que je trouve que tout est passionnant, forcément, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais si je prends par exemple l'empathie et le besoin de donner, on est souvent caractérisé comme des gens qui sont gentils.
Et je trouve ça intéressant de se dire que c'est pas forcément que un trait de caractère, c'est vraiment une spécificité cérébrale. Donc, c'est lié aux neurones miroirs et donc le réseau neuronal dont l'activité est beaucoup plus élevée et qui fonctionne en continu. Déconnexion de soi globale, bah oui, forcément, puisqu'on est beaucoup plus axé autre, on a tendance à être beaucoup moins attentif à soi-même. Alors, au niveau des spécificités, bah là, j'en ai rajouté quelques-unes dont je n'ai pas parlé précédemment, mais qui sont aussi des choses qu'on retrouve régulièrement. C'est tout ce qui est la sociabilité usuelle, donc la difficulté d'avoir des small talk, donc des conversations autour de pas grand-chose, voilà, qui sont en substance, qui manquent un petit peu de profondeur, vais-je dire. Donc, ça, c'est pas les choses avec lesquelles on a le plus facile. La justice, donc c'est vraiment ce besoin de justice et de absolument pas supporter tout ce qui est injustice. La quête de sens, 350 fois par jour. Tout doit avoir du sens tout le temps. L'intensité, l'intensité dans ce qu'on fait, l'intensité dans nos relations, l'intensité dans ce qu'on entreprend, dans la contribution, dans la vie qu'on mène, dans nos relations, dans tous les pans de notre vie. Et la difficulté globale avec les règles, et c'est vraiment ce besoin de liberté, cette soif de liberté. Euh, voilà, c'était un peu moi la partie, ce que j'avais envie de vous mapper. Et n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un wake-up call de me rendre compte que tout ça est mesuré, mesurable, que scientifiquement, c'est prouvé qu'on fonctionne différemment et donc après, c'est finalement, une fois qu'on sait ça, comment fait-on? Et d'ailleurs, Cathy, dans son livre, propose vraiment des outils euh, qui sont des outils clés qui permettent vraiment de prendre les différents biais qu'on peut avoir dans son fonctionnement, qui rend les choses un peu compliquées certains jours, n'est-ce pas? Et qui permettent vraiment de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de savoir comment fonctionner avec soi, comment mieux se gérer et donc, dans les différentes interviews que vous allez voir, on va vraiment faire le tour à 360, en tout cas autant que faire se peut, de différents aspects de notre personnalité et mieux comprendre globalement comment on fonctionne. Donc, moi, je vous souhaite un bon voyage dans ces 10 prochains jours et je vous souhaite de découvrir votre monde magique des atypiques et d'en faire quelque chose de magique pour vous. Je vous dis à très vite.